Donc, bonjour tout le monde. Moi, Thierry et Sophie, on va présenter collectivement. Je vais commencer un peu avec les antécédentes de la création du comité antiraciste et inclusif de l'École de travail social de l'UDM. Par la suite, Thierry va partager ses expériences en lien avec un peu les ateliers qui nous avaient amenés à créer le CATSUM et nos premières activités. Et par la suite, Sophie a présenté sur un projet qu'elle a mené en collaboration avec différentes personnes et acteurs, actrices, une web série qui était rattachée au CATSUM. Pour moi, je vais juste faire un lien entre mes expériences en recherche, en intervention, avec comment ça m'a amené à contribuer à la création de CATSUM. Donc, je pense que depuis très longtemps, j'ai contribué à l'organisation communautaire auprès des personnes LGBT+, migrantes, racisées et autochtones, parce que je fais partie de cette communauté et je croyais toujours à l'idée de collectiviser les défis, les barrières, les oppressions et de pouvoir répondre à ces barrières, oppressions, etc. L'idée de l'union fait la force, c'était vraiment quelque chose qui était ancré dans moi. Donc, quand j'ai rentré comme étudiant à la maîtrise et au doctorat à McGill, je faisais toutes mes études supérieures à McGill, j'ai réalisé que il y avait des barrières structurelles vécues par les étudiants et étudiantes racisés, notamment. Donc, un peu, j'ai mis mon chapeau de l'organisation communautaire, puis j'ai collaboré avec des collègues, d'autres étudiants, étudiantes racisés, pour créer un réseau pareil pour les étudiants racisés, pour répondre un peu à nos besoins et les lacunes qu'on a nommées, on a notées lors de nos expériences à McGill. J'avais continué à garder ce chapeau quand j'ai entré en poste ici à UDM en 2015. Et quand j'ai commencé à enseigner en lien avec la formation pratique, notamment pour les étudiants et étudiantes au Bac 3 qui faisaient leur stage. C'était leur dernier stage avant de terminer leur programme. Puis ce que j'ai pu constater à travers plusieurs années, que j'ai accompagné un groupe d'étudiants et souvent ce groupe d'étudiants étaient des étudiants et étudiantes qui ont eu des défis dans leur stage. La majorité ont dû reprendre leur stage ou mettre en pause leur stage. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une surreprésentation des étudiants et étudiantes racisés qui ont dû reprendre leur stage et la majorité était des étudiants et étudiantes noirs, des étudiants et étudiantes musulmanes qui ont eu ces défis. Mais après, quand on a reconstruit leur stage avec des meilleures conditions, avec le milieu, la supervision, l'encadrement que j'ai offert, à 100% de ces étudiants que j'ai accompagnés ont réussi leur stage. Donc, pour moi, c'est un indicateur que quand on peut mettre sur place certaines conditions, ça pourrait vraiment changer l'expérience vécue par les étudiants et étudiantes, dans ce cas racisés, pour favoriser la réussite. Et pour le comité antiraciste, comme vous savez, il y avait comme la COVID, l'arrivée de la COVID, tout le monde était juste en train de essayer de saisir comment gérer la COVID, toutes les réunions en ligne. 2 mois plus tard, il y avait le meurtre de George Floyd. Et lors d'une assemblée départementale de notre école de travail social, plusieurs personnes ont dit, mais on doit faire quelque chose. Comme l'école de travail social, on doit démontrer notre solidarité. Ce que j'ai dû mentionner lors de cette assemblée, c'est que oui, c'est super, on a le souhait d'agir en solidarité, mais il n'y a aucune personne noire dans cette salle, cette réunion en ligne. Donc, on ne peut pas réellement agir en solidarité sans les personnes concernées. C'est à travers ces échanges qu'il y avait plusieurs personnes de l'école, les étudiants, étudiantes, le personnel, les profs. On s'est rassemblés, puis on a lancé des ateliers et on a invité les membres noirs de l'école de pouvoir s'échanger et dans le but de favoriser l'entraide mutuelle. Au début, en ne sachant pas de où on va s'en aller. Donc, je vais arrêter ma partie maintenant et je vais laisser Thierry partager ses expériences dans un peu ces ateliers et aussi les premières activités
qu'on a mené quand on est devenu un comité statutaire de l'école. Merci beaucoup, Ed. Donc, ma présentation s'articulera autour de deux grands points: le contexte de mon implication au Kaitsum, ainsi que le regard que je porte sur cette structure de sa fondation à nos jours. La perspective réflexive s'invitera par conséquent dans mon intervention. J'utiliserai le jeu en parlant de moi et le nous pour les étudiants, les chargés de cours et les enseignants racisés ayant contribué à mettre en place le comité antiraciste et inclusif de l'École de travail social de l'Université de Montréal. Il est évident, en tant qu'être situé dans un temps et un espace donné, donc en tant qu'étudiant racisé chargé de cours vivant à Montréal, je suis conscient que le discours que je vais tenir est étroitement lié à ma compréhension personnelle co-construite au fil du temps. La mort de George Floyd le 25 mai 2020 a semé l'effroi dans le monde entier, particulièrement au sein des communautés racisées et noires. Je me souviendrai toujours de l'état dans lequel je me suis retrouvé, ainsi que du sentiment d'impuissance que j'ai connu après avoir visionné le début de la vidéo de la mort de Floyd. Alors que dans plusieurs villes aux États-Unis, les groupes racisés et non racisés se mobilisaient, à Montréal, par contre, j'avais l'impression que les groupes racisés étaient isolés l'un de l'autre et qu'aucune initiative n'était à l'ordre du jour pour leur permettre d'exprimer leurs ressentis et d'agir collectivement. C'est dans ce contexte que j'ai reçu le courriel de l'École de travail social invitant les membres noirs du département à participer à un atelier d'échange, d'écoute et de soutien afin de favoriser le dialogue et l'entraide mutuelle. Je me suis dit qu'en tant que chargé de cours, je me suis dit qu'en tant que chargé de cours, ce serait une excellente occasion d'exprimer mes inquiétudes et de recevoir du soutien de la part de mes pairs. Au cours des deux ateliers organisés par l'École de travail social le 26 juin et 17 juillet 2020, et à laquelle ont participé une quinzaine d'étudiants, de professeurs et de chargés de cours, nous, je parle des étudiants et des chargés de cours noirs, avons pu indiquer avoir ressenti de l'anxiété, de la frustration, de l'impuissance et une angoissante impression d'isolement social dans un contexte marqué par le confinement. De plus, les actes de racisme anti-noirs aux États-Unis et au Québec qui ont été récemment médiatisés ont eu des effets de résonance et des impacts psychologiques négatifs chez les participants et participantes. Le racisme anti-noir au Québec se manifeste dans plusieurs domaines, tels que l'emploi et l'éducation, comme en témoigne le récit de certains études. Dans un tel contexte, nos recommandations ont porté notamment sur l'idée de créer, premièrement, un comité statutaire composé d'identités diversifiées, c'est-à-dire personnes noires, racisées, autochtones, trans, LGBTQ+, etc. Donc, le groupe ayant souligné qu'il ne faut pas oublier les autres formes d'injustice. Et deuxièmement, d'une cellule de soutien et d'accompagnement pour les membres du département. Donc, les deux seraient interreliés. Le groupe de départ, c'est-à-dire les fondateurs, ont travaillé d'arrache-pied pour donner forme aux deux structures. J'ai moi-même fait partie du comité structure avec deux étudiants racisés où j'ai pu proposer divers points qui ont été intégrés dans la mouture du comité naissant. Le Kaitsum comporte en ce moment 3 sous-comités: activités, formation. Je pense qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez- Donc, le Kaitsum comporte en ce moment 3 sous-comités. Donc, les sous-comités sont activités, formation, recherche, chapeautés par un comité exécutif de 3 membres. Comme cofondateur du Kaitsum, je siège au comité exécutif depuis 2021 comme coordonnateur. Donc, j'ai participé directement ou indirectement à une multitude d'activités et d'initiatives qui ont permis au Kaitsum de se tailler une place de choix dans le paysage universitaire québécois. On peut citer par exemple la création de la web-série sur le racisme dont Sophie va vous entretenir, le mois de l'histoire des Noirs et des ateliers de réflexion et de soutien destinés aux membres du département de l'école de travail social. Quel regard je porte? Donc, avec le recul, je me rends compte que le Kaitsum constitue une initiative ayant permis à des personnes noires et racisées d'être
au centre de l'action, de réfléchir ensemble sur les enjeux de racisme et de discrimination et de mettre en place des initiatives antiracistes en milieu ou en contexte universitaire. Plusieurs des membres fondateurs de ce comité statutaire sont encore présents et réfléchissent sur de nouvelles démarches qui tiennent compte de l'évolution de la réalité géopolitique et académique. Il s'agit d'un climat ayant permis l'émergence et la confirmation de leaders racisés qui ont pu acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans des domaines aussi divers que la communication, la gouvernance, l'action collective, la recherche, l'animation d'équipes et l'organisation d'activités variées. J'ai particulièrement pu bénéficier de l'expérience de professeurs faisant partie du comité qui m'ont permis de comprendre les dynamiques de gouvernance et de collaboration interuniversitaire et en outre pu comprendre l'impact que peuvent avoir mes propositions sur la bonne marche d'une structure active telle que le CAISO. Et cela démontre, s'il en était besoin, que co-construire au quotidien en action collective demande de l'implication et de l'innovation de tout et de chacun. Par ailleurs, la perspective critique et le climat sain qui traverse et qui continue de traverser les discussions font du CAITSUM un espace où chacun peut être libre de s'exprimer et d'échanger. Depuis le début, tous les étudiants noirs savaient qu'ils pouvaient s'exprimer librement et ils l'ont fait sans crainte aucune. Il n'y avait ni professeur, ni chargé de cours, ni membre du personnel, mais des personnes ayant en tête de faire émerger de nulle part une œuvre pérenne où chacun apprend de l'autre et se construit collectivement. J'estime qu'une telle initiative co-construite dans un milieu universitaire est un exemple à valoriser et à imiter. Merci de votre écoute. Donc, je passe la parole à Sophie. Merci Thierry. Bonjour. Donc moi je prends la suite. Je vais vous parler un peu rapidement d'un exemple de production qu'on a faite avec le soutien du CAITSUM. Donc c'est aussi dans le cadre de mes intérêts de recherche. Comme vous savez, comme Annie l'a dit, je travaille sur les questions de la complexité des relations d'interculturalité. Donc, on a eu une subvention à la fois de l'Observatoire des profilages, de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, et du vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux pour faire une recherche-action afin de produire un outil pour soutenir les étudiants racisés. Donc, on a mené une recherche-action pour pouvoir construire une formation, mais sous la forme d'une web-série. Alors, je vais vous raconter un peu le processus. Donc déjà, l'idée de la recherche-action, c'est de dire que c'est un mode d'exploration systématique des conditions du changement à partir d'un savoir constitué qui est précisément mis en cause dans le but de le dépasser, comme le dit Réaume. Donc même si la recherche-action n'est pas un modèle homogène de recherche, on a voulu qu'elle intègre la participation des étudiants racisés, donc des personnes concernées. Donc le parti pris a été dans le processus de recherche, que les chercheurs s'écartent du processus de consultation auprès des étudiants racisés de l'Université de Montréal, aussi de l'École de travail social, mais il y avait aussi d'autres étudiants qui ont participé à cette recherche, qui étaient d'autres universités. Donc, c'était l'idée de mettre en fait le processus de recherche dans les mains de deux étudiants, donc Charlène Lusikila et Mariam Diako, qui ont donc mené des consultations. Donc, c'était pas des entretiens qu'on a retranscrits, hein, c'était l'idée était de recueillir les témoignages des étudiants racisés, des expériences qu'ils pouvaient vivre au sein des cohortes de l'université, de leurs relations avec certains professeurs et aussi du personnel administratif. Et ensuite, ces témoignages, on les a remaniés avec Charlène et Mariam pour en faire des scènes dramatiques
que l'on a après. Donc, on a écrit complètement un scénario à 3. Donc, on a aussi bien rigolé, comme le dit Charlène, parce qu'on se mettait à la place des étudiants. Et ces scénarios, ensuite, on a contacté une équipe de théâtre qui a recruté des étudiants racisés et qui ont joué ces scènes. Donc, une web-série, pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui reviennent et on voit un processus dans la web-série avec une prise de conscience des étudiants blancs par rapport aux expériences des étudiants racisés. Donc, il y a des pleurs, c'est quand même basé sur du réel. Et puis, l'idée, c'était vraiment de répondre aux désirs des étudiants qui ont participé aux consultations, hein, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment que leurs témoignages servent de manière concrète à leur cause antiraciste, et ils voulaient participer à cette déconstruction des mécanismes structurels qui néanmoins sont toujours le lieu d'interaction interindividuelle. Donc on s'est quand même basé sur un cadre théorique, hein, donc je vais en parler rapidement. Un cadre théorique comme quoi la manifestation du racisme est complexe et que son analyse dans une recherche doit intégrer une articulation des dimensions individuelles, systémiques, mais également épistémiques. Alors l'idée, c'était donc de s'attaquer à ces différentes formes de racisme au sein de l'université, de combattre l'ignorance, mais dans l'idée que cette ignorance signifie déconstruire les représentations de l'autre que l'on perçoit différent à cause de son phénotype et combattre les préjugés qui y sont attenants, fondés sur une absence de connaissance et de compréhension de l'histoire des processus de domination. Parce qu'évidemment, l'ignorance, tout le monde sait aujourd'hui que le racisme existe, hein, on en parle suffisamment. Donc, ce n'est pas de parler de racisme, mais c'est vraiment de montrer les mécanismes. Donc, on a utilisé des perspectives postcoloniales, décoloniales, et on s'est basé aussi sur les Critical Whiteness Studies, notamment pour mettre en évidence la colonialité, le pouvoir et les enjeux épistémiques. Alors, la colonialité du pouvoir, comme la désigne Kirano, c'est l'idée de dire que le racisme imprègne aujourd'hui tous les champs sociaux, politiques, économiques et scientifiques. Hein. Donc, c'est pas quelque chose forcément qui est visuel, mais qui aujourd'hui est vraiment dans nos modes de fonctionnement, y compris dans notre rapport à la nature, par exemple, comme on voit aujourd'hui à travers la décolonisation quand on parle d'écologie. Et donc, l'idée, c'est pas de parler de race, mais de bien comprendre que la race n'appartient pas au passé, hein, même si j'aime bien rappeler que cette idée de race, si on le prend comme concept biologique, ne peut pas être appliquée à l'espèce humaine, hein, mais l'idée d'en faire l'histoire, dire que c'est aussi proposer une histoire du temps présent et se demander quel est l'avenir que nous voulons et celui que nous ne voulons pas pour la question raciale. Ensuite, les injustices épistémiques, eh bien, c'est, comme vous le savez, l'idée selon laquelle les témoignages des personnes vivant des injustices, en l'occurrence des personnes racisées, que ces personnes ne sont pas perçues comme source de savoir crédible, la crédibilité étant accordée à d'autres catégories d'individus, en l'occurrence non racisés, c'est-à-dire blanches. Et puis, comme je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais bon, le savoir et le pouvoir sont liés, hein, et que le savoir a un ancrage historique, une émergence historique. Donc, je vais aller vite, parce qu'il me reste que 3 minutes. Donc, voici les caractéristiques des personnages. Donc, on a essayé de faire rentrer une diversité des identités. Donc, on a une personne autochtone de 30 ans, de la nation Cri, donc qui était vraiment un acteur de la nation Cri. On a essayé de prendre vraiment des acteurs qui étaient dans ces identités et aussi de prendre leurs conseils pour modifier aussi les dialogues. On a Émilie, 22 ans, québécoise, de 3e génération, dont les grands-parents sont originaires du Vietnam. Daniel, 23 ans, de parents originaires du Brésil, qui est une personne trans non-binaire.
Nawel, 40 ans, arrivée de Syrie en 2018, qui est une femme, elle porte le voile, donc on a aussi abordé la question de la laïcité. Christelle, 24 ans, femme arrivée au Québec du Cameroun francophone, il y a 3 ans pour ses études. Andréane, 22 ans, québécoise, originaire de l'Estrie, ses arrière-grands-parents sont arrivés d'Italie. Madame Desjardins, 40 ans, femme d'origine haïtienne, superviseur de stage. Madame Masson, 40 ans, femme blanche québécoise, professeure. Et André, 50 ans, homme blanc québécois, agent administratif. Donc ça, c'est la capsule 1, ne le prenez pas personnel. Donc je vous lis le synopsis. Donc on se retrouve à la fin d'un cours. Steven et Daniel rangent leurs affaires. Donc Steven, la personne autochtone, Daniel, la personne trans non-binaire, rangent leurs affaires et Steven partage ses frustrations en lien avec la répartition des équipes lors de travaux de groupe. Il explique qu'il se retrouve souvent dans les équipes avec des personnes racisées et Steven a l'impression que cette situation lui est aussi imposée. Daniel acquiesce et s'inclut dans des expériences similaires. Andréane entend l'échange entre les deux étudiants et se joint à leur conversation. Elle tente de manière assez maladroite de justifier cette répartition des groupes et elle souligne que dans son expérience, il y a des différences entre les personnes d'autres cultures, par exemple en lien avec la façon d'écrire et de travailler. Donc c'est vraiment pour montrer des témoignages, des expériences réelles que vivent les étudiants au sein des cohortes. C'est-à-dire que quand on leur demande de faire des groupes, eh bien souvent, à la fin, c'est toujours les étudiants qui vont pas avoir de groupe, les étudiants racisés. Donc on voulait aborder cette question-là. Ensuite, dans la web-série, on a des exercices réflexifs que l'on fait en atelier. Donc par la suite, j'ai fait à l'automne dernier, j'ai fait des ateliers avec des groupes fermés, avec des étudiants racisés et des étudiants non racisés, pour réfléchir justement à leurs différentes postures et leur rapport qu'ils avaient avec l'autre. Donc là, par exemple, vous avez un exercice. Donc on amène les étudiants à discuter entre eux. On conseille aussi que ces discussions doivent se faire avec une supervision, un animateur, une animatrice. Et ensuite, à la fin de la web-série, il y a un documentaire narré où là, on explique avec la théorie, avec des références, ce qui s'est passé dans la web-série entre les acteurs, les étudiants. Donc c'est très synthétique, je pense que c'est assez facile à comprendre et ça permet vraiment de faire l'articulation entre le réel, la réalité et comment cette réalité est appuyée par des discours théoriques, des concepts et qui nous permet de comprendre la réalité de ces étudiants et que c'est pas juste dans leur imagination comme ils ont eu l'habitude de l'entendre et comme on a l'habitude de l'entendre en tant que personne racisée, souvent c'est dans nos têtes, c'est pas la réalité. Donc là, c'est vraiment pour remettre en contexte et dire que il y a des gens qui en parlent depuis longtemps dans la théorie. Voilà.